Demander à David Gruson d'approfondir ces questions d'éthique. Juste, quand David Gruson était à un moment donné aux affaires, il était dans le cadre de la révision précédente de la loi de bioéthique. Est-ce que tu aurais pensé, lorsque tu étais chez le Premier ministre, que quelques années plus tard, 7 ans plus tard, la bioéthique serait ouverte à ces nouvelles disciplines et à ces nouveaux champs de questions qui sont quand même très innovants? Oui, merci Emmanuel. À vrai dire, l'ouverture... Vous m'entendez? Oui, c'est mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui. À vrai dire, l'ouverture sur ces questions-là te doit beaucoup, puisque le fait qu'il y ait cette session ce soir n'est pas évident en soi. Merci à Catherine Tessier d'avoir présenté le cadre global, parce que les concepts sont rappelés merveilleusement, et Anastasia Colosimo d'avoir organisé la session. Le sujet est ouvert. Le gouvernement et Jean-François Delfraissy ont mis ça à l'ordre du jour des États généraux de la bioéthique, et votre présence nombreuse me rassure dans cette phase initiale. Ça montre qu'il y a de l'intérêt sur une discipline qui reste largement à construire. J'essaie de respecter le timing des 10 minutes pour vous dire d'où je parle, comment on dit. Donc moi, mon pied académique, il est à la chaire santé de Sciences Po. Je salue Didier Tabuteau, Gilles Duhamel et Isabelle Gouriot qui sont présents ce soir. Je suis docteur en droit et j'ai fait un 3e cycle de technologie d'infocom à l'époque où on apprenait à programmer en COBOL, ce qui me sert strictement plus à rien. Mais s'il y a des amoureux du COBOL dans la salle, je suis prêt à ce qu'on en discute. On m'a dit que le système d'information de la Société Générale était encore en COBOL. Ceci explique peut-être cela, mais en tout état de cause, il y a une réflexion à avoir sur l'origine des algorithmes, et c'est un peu le sujet dont je voulais vous dire un mot, et surtout la manière dont on les régule. L'initiative Ethiquia, c'est d'abord une initiative académique et citoyenne. C'est-à-dire que dans le parcours qui a été le mien, dont tu as rappelé une partie, puis j'ai aussi une partie de carrière de directeur d'établissement de santé. Le dernier poste étant, j'étais directeur général du CHU de La Réunion. Donc, dans ce parcours-là, on a constitué un petit collectif informel, à la fois d'universitaires, mais aussi de professionnels, qui ont pris conscience des enjeux majeurs du déploiement du numérique dans le champ de la santé et du secteur médico-social. C'est le sens de l'initiative Ethiquia telle qu'elle s'est constituée dans sa phase initiale, d'essayer de militer pour qu'on ne fasse pas l'impasse précisément dans les états généraux de la bioéthique sur ces questions de robotisation, d'intelligence artificielle, dont vous avez eu parfaitement raison, Catherine, de rappeler qu'elles ne sont pas nouvelles, mais que leur déploiement, sans doute sur une échelle industrielle aujourd'hui, et la capacité dans notre secteur santé à arriver sur des sujets de développement de médecine algorithmique, de développement d'outils comme DeepMind de Google ou Watson d'IBM. J'ai pas de conflit d'intérêt chez eux, je vous rassure. Mais en tout cas, on a des actions, des leviers de cet ordre-là qui font que la question aujourd'hui se pose dans l'opérationnel. Et nous a amené, c'est le sens de l'initiative, à essayer de poser la question de quels outils on peut essayer de mettre en œuvre pour avoir une régulation positive du déploiement de l'IA et de la robotisation. En santé, du numérique. C'est la question qu'on se pose, c'est à vrai dire l'arrière-fond un peu idéologique mais surtout pratique qu'on a en partant de la notion que le déploiement de l'IA et de la robotisation est irréversible, que sans doute son déploiement est producteur d'avancées en matière d'épidémiologie et de santé publique. Je vous parlais de La Réunion, j'ai pu mesurer pendant mes années sur place là-bas à quel point le défaut de pilotage par les données de santé sur un sujet aussi prégnant que la question de l'insuffisance rénale chronique était source de dysfonctionnement majeur du système de santé. On pourra en reparler si vous voulez. Donc il y a bien un sujet de mobiliser ces questions de pilotage par les données. D'ailleurs, la ministre de la Santé met ça à l'ordre du jour. On avance. J'aime pas bien le mot big data parce que je trouve qu'il est à la fois pas très opérationnel et il fait peur. Mais il faut essayer de définir des outils un peu pratiques de cette régulation du déploiement de l'IA. Alors c'est ce qu'on s'efforce de faire. Par exemple, on développe une réflexion autour de l'application de la notion de responsabilité sociale des entreprises appliquée au champ digital.
À vrai dire, il n'y a aucune raison de ne pas inclure dans le champ, vous savez, des obligations dites de RSE des entreprises, le fait que les entreprises, soit qui produisent de l'intelligence artificielle, soit qui l'appliquent en interne, se conforment à un certain nombre de principes éthiques sur le plan des ressources humaines, mais aussi de la responsabilité dans les choix de déploiement de telle ou telle solution. Ça peut être retenu comme un champ de mise en œuvre des obligations de RSE. Et puis ce qu'on essaie de proposer avec l'équipe, certains sont présents en vous disant tout de suite et en lançant un appel que l'initiative n'est pas du tout fermée, hein, c'est ça le but du jeu. Il y a Adrien Dedon qui est là dans mon champ de vision, donc je le salue. L'idée, c'est d'essayer de proposer des clés de régulation. Alors, qu'est-ce que ça peut être pour entrer dans le concret, par exemple, et dans le débat, hein, parce que tout ça n'est pas fermé. Il y a sans doute quelques principes, à vrai dire. On a essayé de réfléchir au plus petit nombre de principes permettant de parvenir à un déploiement positif de l'IA appliquée à la santé. Le premier principe, c'est évidemment l'information et le consentement du patient. Être informé quand on est pris en charge du recours à un algorithme d'aide à la décision médicale. Et puis faire en sorte que dans le consentement du patient, il n'y ait pas de substitution de l'IA à notre consentement propre. Parce qu'on voit, vous en faites peut-être l'expérience quand, je ne sais pas si, faisons un sondage, qui a Netflix à la maison? Oui, bon sondage. Donc moi j'ai Netflix à la maison depuis 3-4 mois et ma satisfaction de consommateur de séries télé a brutalement augmenté. C'est-à-dire que Netflix me connaît bien, j'ai pas d'action non plus chez Netflix, il me propose ce que je veux et il le sait même avant moi, c'est-à-dire qu'il me propose des cheminements. Et il le fait à un point tel qu'il propose des choix de séries télé avec des taux de satisfaction, et donc genre à 98-99%. Ce qui fait que je n'ai pas d'exemple à vous donner de choix de séries télé pour lequel je n'ai pas suivi Netflix. Parce que le poids de vous tous qui avez regardé les séries télé sur Netflix et de l'IA qu'il y a derrière Netflix a pesé sur ma capacité à consentir. Même si j'étais conscient que je pouvais choisir de ne pas regarder. Mais vous voyez le sujet, il y a un moment où quand l'efficacité du produit est là, ce qui est le cas pour Netflix, et quand vous avez un collectif qui s'exprime indépendamment de vous pour vous proposer une orientation, votre capacité à consentir s'effiloche. Et vous voyez, quand on arrive sur le sujet de la décision médicale, il faut avoir des garde-fous permettant de s'assurer que cette délégation du consentement à l'IA n'intervient pas, et ce qui pose la question de comment est-ce qu'on peut utiliser le vecteur de la démocratie sanitaire pour s'assurer du respect du consentement. Par exemple, regarder la réhabilitation d'une institution comme la personne de confiance qui existe dans notre droit de la santé, en essayant peut-être, non pas de l'institutionnaliser, mais peut-être de faire en sorte, ça peut être un nouveau rôle pour les associations de patients, que ces associations de patients connaissent davantage les algorithmes et les pièges et les trucs et astuces de l'IA pour qu'on puisse, quand on a un consentement à émettre, les solliciter pour nous aider dans une décision de consentement aux soins qui sera plus complexe. Ça pose, je regarde Pascal Jacob, évidemment la question du renforcement des dispositifs de consentement pour les personnes les plus vulnérables, avec évidemment derrière un enjeu majeur dans le champ du vieillissement et du handicap. Donc vous voyez, premier groupe de principes, information et consentement. Deuxième groupe de principes, la notion sans doute de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Vous voyez, si on pose l'idée qu'il faut déployer l'IA, qu'il n'y a pas besoin d'autorisation de mise sur le marché ou de consentement propre, ça veut dire qu'il faut la réguler au fil de l'eau pour voir comment, comme nous le disait Catherine tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à suivre l'évolution de l'algorithme au fil de son apprentissage. C'est ça, vous voyez, le machine learning, c'est l'algorithme qui se corrige au fil des données accumulées. Donc pour le suivre, il peut y avoir des techniques, comme par exemple, pourquoi pas, produire des normes de régulation du genre on va aller tous les 2 mois chercher 30 dossiers médicaux de manière aléatoire et ciblée pour regarder avec un deuxième regard humain comment l'algorithme d'aide à la décision médicale s'est comporté. Est-ce qu'il est resté au fil de son apprentissage de machine learning sur un sentier qu'on considère comme éthique ou pas éthique? Deuxième regard humain, au fil de l'eau, ou pourquoi pas, à l'occasion de la relation de prise en charge, sur demande du médecin de première ligne ou du patient lui-même. Et ça peut même se traiter à distance. C'est ce que j'appelle la télémédecine de garantie humaine. Vous voyez, vous êtes sur un cas hyper spécialisé, l'algorithme vous propose une solution de prise en charge, vous avez un doute comme patient, ben vous faites appel à un ami, le cas échéant très loin, qui sera soit le super spécialiste du sujet, soit le Dr House que vous contacterez. Parce qu'on est sans doute dans un moment où il y a besoin d'une Dr Houseisation de la médecine.
avec, vous voyez, des médecins qui sont capables d'enfreindre les règles, de sortir des principes, de se dégager de l'algorithme, de savoir quand il faut déroger, parce que dans l'humain, la notion d'automaticité trouve sans doute ses limites. Le troisième principe qu'il faut développer, je n'entre pas dans les détails, il me reste 2 minutes, c'est sans doute la notion d'accompagnement à la transformation des métiers, du champ sanitaire et médico-social. Parce que vous voyez que tout ça percute les métiers, il y a des techniques d'accompagnement à mettre en place, et tout ça ne se fait pas spontanément. En tout cas, les ressources qu'on y consacre sont sans doute insuffisantes à ce stade. Le quatrième principe, c'est celui, s'agissant des données de santé que vous évoquiez à l'instant, d'essayer de réfléchir au fond, est-ce que le cadre qui est mobilisé, dont on voit bien, vous connaissez peut-être tous le RGPD, oui, c'est ce cadre communautaire qui va devenir opposable le 25 mai prochain, qui en fait pose des garanties de protection des données personnelles. De notre point de vue, le cadre issu du RGPD est peut-être positif, mais il est sans doute trop formel. Et il ne pose pas suffisamment la question de finalement, est-ce que toutes les données de santé se valent ou pas ? Vous voyez, est-ce qu'il ne faut pas avoir une réflexion sur plutôt, ne vaut-il mieux pas graduer les données de santé en fonction de leur sensibilité médicale, graduer le niveau de protection en fonction de l'acuité de ces données. C'est le travail qu'on mène avec la fac Descartes, avec l'IHU Imagine, sur la question des données génétiques. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas là un champ particulier au sens où ce qui nous constitue le génome complet, est-ce qu'il ne faut pas le protéger davantage quand on réfléchit à l'intelligence artificielle que les données qu'il y a dans nos téléphones, qu'on peut sans doute partager largement, qui le sont d'ailleurs déjà, ne vous faites pas d'illusions, pour protéger et renforcer, faire progresser la santé publique. Et puis le dernier principe, le cinquième, c'est peut-être d'avoir un mécanisme de supervision externe. Vous voyez, les principes de bon sens que je viens de dérouler doivent pouvoir se suivre avec des mécanismes de régulation externe. Par qui, comment, est-ce que c'est la HS, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça se discute, il peut y avoir plusieurs options possibles. Le dernier point que je voulais soulever dans le propos introductif, en écho à l'intervention de Catherine qui parlait d'Elon Musk sur les armes nucléaires. Je pense finalement la question éthique qui moi me paraît la plus prégnante et qui est peut-être la moins posée, ou en tout cas pas réellement posée, même si vous avez tracé la perspective et je vous en remercie, c'est celle du rapport entre l'individu et le collectif. Si on revient à la racine de ce qu'est un algorithme, ça n'est jamais qu'un outil mathématique qui fait des moyennes, qui sort des probabilités et qui en déduit des propositions d'action, ou qui, pour les formes les plus évoluées, décide de lui-même. Et l'IA de machine learning, c'est un algorithme qui apprend des données qu'il traite, qui fait une deuxième version de lui-même à partir des données qu'il a traitées pendant un temps déterminé. Sauf que vous voyez bien que pour passer de la phase 1 à la phase 2, l'IA écarte ce qu'on appelle des données aberrantes. Vous voyez, celles qui s'écartent qui ont trop d'écart type par rapport à la moyenne, pour avoir une version plus parfaite de l'algorithme. Vous comprenez bien qu'en médecine, écarter des hypothèses aberrantes, ça soulève des enjeux éthiques. Ça pose la question de est-ce que derrière ces cas individuels qu'on écarte pour perfectionner l'algorithme, il n'y a pas des cas limites avec des données d'espérance de vie faible et des coûts de traitement trop élevés. Et vous voyez bien le sujet éthique qui est que une IA appliquée à la santé produit sans doute du mieux collectif, génère de l'efficacité de qualité de prise en charge à l'échelle de la globalité du système, à des coûts sans doute plus faibles, mais le fait au prix d'une minoration peut-être de la valeur de la vie individuelle. Et le sujet, il est sans doute celui-là. Et vous voyez bien que pour faire le retour à Netflix et aux séries télé, mais je ne sais pas si elle est sur Netflix, je ne sais pas si vous avez vu la série Manhattan, qui raconte l'histoire de la... Alors attention, fermez-vous les oreilles, hein, il y a un spoiler, qui raconte l'histoire de la construction de la bombe atomique, et qui pose une question éthique qui fait écho un peu à celle d'Elon Musk, qui pose la question de savoir est-ce que ceux qui ont fait exploser la bombe atomique n'ont pas fait un choix éthique. Je le dis sans a priori moral, hein, je ne donne pas mon point de vue personnel, on a fait un choc tel, c'est en tout cas une réflexion qui est posée par un des personnages de la série, qui dit il fallait utiliser cette arme-là pour qu'on ne la réutilise jamais, pour qu'on voit à quel point le choc était tel qu'il fallait ne pas la réutiliser. Vous voyez, une mise en balance de l'intérêt collectif versus la valeur de la vie individuelle des personnes qui ont été sacrifiées à Hiroshima et Nagasaki.
Et toute proportion gardée, c'est peut-être dans cet angle-là qu'il faut reprendre le questionnement d'Elon Musk. Est-ce qu'on n'a pas derrière l'IA un outil de minoration de la valeur de la vie individuelle au bénéfice de notre intérêt collectif? Si on a le temps tout à l'heure, je reviendrai à Tocqueville qui posait un peu cette question-là. Voilà. Merci infiniment. Vous pouvez même applaudir, vous gênez pas, on est en famille. Non, Et non, parce que ça donnera un peu de chaleur humaine. Voilà. Mais on ne l'avait pas applaudi au départ, hein, donc vous êtes obligé de la réapplaudir par souci. Voilà. Et c'est par souci de justice, puisqu'on est dans une réunion d'éthique. En tous les cas, ta dernière partie d'intervention était aussi intéressante parce qu'on a vu dans l'écriture d'un certain nombre de biologistes qui ont dit tant qu'on n'aura pas fait une catastrophe biologique, quand on ne sera pas allé au-delà du loin, peut-être qu'on ne sera pas raisonnable et on ne saura pas ce qu'est le contrôle et quelles sont nos limites. Donc c'est vrai que c'est une tentation importante à prendre en compte. On verra tout à l'heure dans le débat, parce que ce que j'ai trouvé assez fascinant, moi qui ne suis pas spécialiste de ces questions, c'est de voir la créativité qu'il y a dans toutes les sociétés savantes qui s'occupent d'intelligence artificielle, de robotique, la production en matière de textes d'éthique. C'est la même chose d'ailleurs en bioéthique, hein, depuis le Code de Nuremberg, on a énormément de textes. La vraie question, c'est comment ils se mettent en œuvre, comment la société s'y approprie. Et là, on a vraiment une opportunité extraordinaire de débat démocratique. C'est-à-dire que les gens s'approprient ces questions et décident, à travers des choix, des arbitrages délicats, de quelle société on va être demain.